La parole est maintenant à Guillaume Courty. Merci. Merci également au président de l'Assemblée et au vice-président Waserman, sans oublier Charline. En ayant initié les premières enquêtes sur les collaborateurs parlementaires, je trouve toujours logique et normal de remettre la machine dans le sens où elle fonctionne, c'est-à-dire par les collaborateurs qui font tout le travail, et après ça, les autorités qui inaugurent. Je suis aujourd'hui assez impressionné de voir que le terrain sur lequel j'ai travaillé pendant pratiquement 15 ans est réuni dans un même lieu, alors qu'il y a 15 ans, c'était des personnes qui souvent ne se connaissaient pas, n'avaient jamais travaillé ensemble, n'avaient pas encore de lien juridique. Et ces personnes, je vais essayer de vous expliquer comment elles peuvent nous aider à avoir une vision du lobbying. C'est ce qui va se produire pendant ces 2 journées. Ça a déjà commencé. Chacun ayant une vision contrastée. Et je minorerai un peu le propos introductif du président Ferrand. L'opinion n'est pas fondamentalement, frontalement, toujours contre le lobbying. Ça dépend très souvent de la question qu'on lui pose. Si on prend les derniers sondages publiés ces 3 ou 4 dernières années, vous le savez, je pense, toutes et tous, il suffit de subtilement modifier la question pour que le chiffre se modifie également. Et quand on demande « êtes-vous contre le lobbying ?», on a plus de 60% bien sûr de personnes qui répondent « oui ». Quand on leur demande « êtes-vous pour la prise en compte de vos intérêts dans le système politique ?», ils répondent également 60% « oui ». Alors, comme tout n'est jamais très clair, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne cette vision du lobbying dans notre société depuis les années, en effet, 2010, c'est-à-dire depuis qu'on a fait des avancées absolument majeures dans cette levée de l'indicible, ce terme qui n'était que dans les facultés de droit depuis plus d'1 siècle, qui était dans des manuels de droit constitutionnel comparés depuis plus d'1 siècle, qui était un sujet entre hauts fonctionnaires très très souvent imprégnés de pensée démocrate chrétienne, sur la puissance de l'État, la place des corps intermédiaires, est devenu, depuis les années 2010, un sujet qui est sur la place publique et dont les citoyens peuvent parler. Et c'est la très très grande nouveauté, c'est devenu un mot de la langue politique commune. Alors avant d'ouvrir cette vision, à travers ce que je vais vous présenter, c'est une sorte de kaléidoscope de cette vision contrastée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je fais ces enquêtes ? Je vais vous donner 3 faits qui m'ont largement marqué. Le premier fait, en 2005, je forme des lobbyistes qui ne savent pas du tout influencer. Ce sera un des premiers points de discussion. Qui, même quand ils sont des professionnels, ne savent pas toujours comment est-ce qu'on arrive à modifier la décision. Je les forme, on fait une enquête, comme tous les ans, et cette enquête, on l'a fait sur les colloques parlementaires, sujet dont personne ne parle à l'époque, en 2005. Et on constate, parce qu'ils sont collaborateurs d'élus et qu'ils arrivent à avoir des contacts avec l'administration des 2 chambres, qu'on est à plus de 30 colloques parlementaires par mois sur les 2 sites. Ça nous méduse. Personne n'est intéressé dans les médias. Personne ne veut l'information. Non. 30. Bon. Vous voyez ce qui est devenu depuis l'interrogation éthique sur les colloques, la réglementation qui a suivi. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, même année, 2005, j'ai une étudiante en M2 recherche qui veut se lancer sur les groupes d'études, qui appelle ici. Et on lui répond, ça n'existe pas. Troisième exemple, 2005, enfin, je suis en journée portes ouvertes, qui sont ces grandes transformations de la vie universitaire, où on voit arriver les bacheliers. Et jusque-là, le lobbying était le truc sur lequel je travaillais tout seul dans mon coin, avec pas beaucoup de monde pour en parler. Et un jeune homme arrive en bas de l'amphi et me dit « Comment est-ce qu'on fait pour faire du lobbying ?» Alors là, je suis tombé de mon escabeau académique. Je me suis dit, et je lui ai demandé « Mais où est-ce que vous avez eu le terme ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Et comment est-ce que vous savez que ça peut s'apprendre ici ?» Et il m'a livré tout un credo que je n'avais jamais jusque-là vu, parce que je ne faisais des entretiens qu'avec des lobbyistes, qu'avec des politiques, qu'avec des hauts fonctionnaires. Il m'a dit « Mais c'est le militantisme de demain. » Alors voilà pour, vous voyez, nuancer un petit peu dans ce kaléidoscope. Il y a des conceptions du lobbying qui échappent beaucoup à nos débats académiques feutrés, qui peuvent donner des choses très surprenantes. Alors dans ce kaléidoscope, rapidement, il y a 6 facettes. Ces 6 facettes ne sont pas encore en couleur. Elles vont du noir, sombre, au blanc. Dans le noir, c'est une métaphore qu'utilisent les sociologues qui travaillent sur la corruption. Le noir, c'est très simple, c'est ce qui est pénalement prévu. On peut poursuivre, il y a des jugements. C'est donc interdit par la loi. Le blanc, c'est ce qui est autorisé, en termes de pratique, en termes de métier. Et puis, la grande zone que l'on observe, c'est le gris. Dans le gris, on ne sait pas si c'est totalement légitime, pour prendre un terme qui a déjà été utilisé,
ça n'est pas franchement interdit. Il faut déjà se livrer à une interprétation des textes. Et ce sont des pratiques qui, d'un seul coup, peuvent poser un sujet qui est: est-ce que c'est de l'ordre de ce que l'on peut continuer à faire? Est-ce que c'est supportable dans notre système? Alors ce kaléidoscope, ces 6 facettes que je vais vous présenter, arrivent parfois à faire le gris sur des pratiques qui, depuis un siècle, comme l'a rappelé Jean Garrigue, sont de l'ordre de la routine dans le système politique. Madame la déontologue a pris la suite d'une de ces pratiques qui est devenue de la zone grise, les clubs parlementaires. Et si on remonte dans ces sources, peut-être pas très grand public, mais très très fréquemment lues par les historiens et par les politistes, on en trouve énormément des clubs parlementaires. Et vous voyez, d'un seul coup, on arrive à faire un point, une focale, sur quelque chose qui était de l'ordre de la tradition et qui se met à être un sujet de réflexion, de polémique. Alors comment passe-t-on du noir, non, du blanc au noir, parce qu'on ne passe pas du noir au blanc, dans la transformation de notre vie politique? Première facette, c'est une facette qui est une vision détenue par les hauts fonctionnaires et les élus. J'ai écouté, comme vous, le président Ferrand utiliser le mot lobbying. Dans mes recherches, il faut attendre 2016 pour entendre le président de la République l'utiliser. On a aujourd'hui des moteurs de recherche lexicométriques fabuleux. On peut remonter dans la langue politique du XXe siècle. L'énoncé même de lobbying est un mot tellement sulfureux qu'il faut attendre les débats parlementaires de la loi Sapin 2 pour le voir prononcé dans l'hémicycle. Avant, on prend un tas de périphrases et souvent on n'en parle pas. Alors cette vision proprement politique, vous voyez qu'elle est obscure. Elle a entretenu une vision administrative avec des hauts fonctionnaires qui enseignaient à nouveau dans des épicentres importants de la vie politique, Sciences Po, l'ENA, sur notre immunité. Nous étions immunisés contre ce mal par des théories philosophiques importantes, consacrées. Et cette vision, elle a tenu jusqu'à la fin de ce XXe siècle. Elle commence à se fragmenter. Et vous voyez comment dans cette vision, une fois que tout n'est plus blanc et clair, on commence à avoir des interstices où on peut se dire: ah, oui, mais alors, puisqu'il y a interrogation, eh bien, engouffrons-nous dans cet interstice. Deuxième vision, une vision intellectuelle à laquelle j'appartiens, Jean Garrigue aussi, d'autres avant nous. Depuis un siècle, il y a des travaux réguliers sur la représentation des intérêts, des thèses, qui signalent ce que je vous dis ici. Un de mes clones des années 60, Jean Ménaud, a écrit 10 ouvrages sur la question. Est-ce que ça a fait la une des quotidiens? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, il y a une révolution intellectuelle dans notre pays? Est-ce qu'il faut se soucier d'eux? Non. C'est un débat proprement académique. Et vous pouvez remonter des thèses de droit soutenues, publiées, débattues, des gens qui ont fait carrière et qui expliquaient que la vie politique est une coproduction. Alors on ne disait pas coproduction à l'époque. Une collusion, des transactions. C'est connu depuis Marx, si vous voulez des textes sulfureux. Marx, jeune journaliste, explique comment les lois sont coécrites et pas uniquement par les législateurs. Alors une vision intellectuelle qui a eu énormément de mal à dissiper la vision administrative et politique. En effet, le combat était difficile. Aujourd'hui, je dirais qu'il est terminé. On est ici, on peut en discuter. Et vous voyez comment notre kaléidoscope commence à produire une autre clarté. Vision médiatique, grande transformation. J'ai suivi les médias grâce là aussi à ces banques de données. Grande transformation des années 2000. Avant les années 2000, on a quelques affaires qui sont médiatisées. À partir des années 2000, j'ai une centaine d'articles par an. L'article de la semaine dernière fait partie de cette nouvelle lignée des articles, sur des sujets souvent qui reviennent. Les fichiers, les amendements, les repas. Et on recommence. Et ça fait, dans ce kaléidoscope, une teinte très grise sur des sujets qui, jusque-là, n'étaient même pas blancs, personne ne les voyait. Et on se voit que chacun, alors on me sonde en tant qu'intellectuel pour savoir ce que j'en pense, les administratifs, le pôle de la haute autorité, et se met de dire ce qu'il faut en penser, et chacun se met à rendre plus ou moins clair, gris, de dire est-ce qu'on va vers le noir, des pratiques qui jusque-là étaient invisibles et indicibles. Vision professionnelle, quatrième, avec cette révolution qui est que dans ces métiers, en effet, on est passé de l'ère des PINO, c'est-à-dire des délégués généraux, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des in-house lobbyistes, pour parler français, jusqu'à cette révolution qui est la possibilité de l'effectuer en
profession libérale, l'apparition des consultants. C'est en effet une de ces premières visions qui va modifier ce kaléidoscope, suivie par l'arrivée des entreprises dans la vie politique, qui est une autre révolution. On a des débats dans la loi Sapin 2 qui ont dit oui, mais l'intérêt général peut-il être confisqué ou incarné par d'autres que ceux qui en sont les dépositaires? Mais l'arrivée des entreprises dans les premiers registres à partir de 2009, ça suscite des débats en interne ici sur est-ce qu'on peut les inscrire alors qu'il n'y a pas de texte législatif. Et vous voyez, le blanc-gris commence à se faire sur ce nouvel acteur. Les associations également, qui certes n'ont pas les moyens budgétaires, mais ont une ressource que n'ont jamais les milieux économiques, c'est le nombre et la légitimité sociale. Et le nombre est la ressource qui, politiquement, est aussi efficace que l'argent. Et là, je ne suis pas du tout en accord avec votre conception. Ce n'est pas une inégalité de lutte, c'est une inégale distribution des ressources, mais ils ont des ressources que les autres n'ont pas. D'où cette bataille dans laquelle nous sommes, qui va faire du gris sur des pratiques, justement, que le pôle ONG aimerait bien confisquer au pôle milieu d'affaires, si je veux résumer la bataille ainsi. 6e et dernier pôle, nos citoyens, qui sont quand même, je dirais, invoqués dans la politique de transparence. C'est pour eux qu'est menée l'ensemble de ces réformes, de Siim Kallas dans l'Union européenne jusqu'à notre loi Sapin 2 et le registre que nous connaissons. Alors, les citoyens, c'est la grande mythologie. Sont-ils intéressés par ces sujets? Sont-ils complètement dépendants de ce qu'on leur sert comme vision du gris teinté très noir sur des fichiers à du blanc dont on ne parle pas et dont ils se disent, parce que les fantasmes et la mythologie et leur imaginaire est vraiment aujourd'hui très très nourri, et pour faire des entretiens avec des personnes ordinaires, ça donne des phrases qui relèveraient là de la psychanalyse, mais plus du tout de la raison. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la politique qui est déraisonné. Et je pense que la pédagogie, comme le président Nal l'a souligné, est une des missions prioritaires de ces réglementations, qu'on soit d'accord avec leur maillage et leur degré de pertinence. Alors, de quel type de problème, maintenant que ce kaléidoscope, j'espère, est pour vous un peu précis, de quel type de problème est-ce qu'on peut avoir la liste? Comment est-ce que fonctionne ce kaléidoscope? Sur quoi est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête principalement sur 4 séries de problèmes. Première catégorie, les intervenants qui sont légitimes dans cette coproduction de la loi. Qui peut-on faire rentrer? Là, si on fait un comparatif entre les versions américaines, canadiennes, québécoises, ontario, bruxelloises, françaises, allemandes, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes critères. Il y a des acteurs qui ne sont absolument pas prévus par nos législations et qui pourtant interviennent. Le sujet n'est donc pas clos. Deuxième catégorie, des séquences, des moments. On a beaucoup parlé des repas, surtout dans les médias. On en parle dans les réglementations. Mais que fait-on de la période électorale? Pour avoir enquêté sur l'élection présidentielle, 1500 organisations qui envoient quelque chose à un QG de candidat, plus de 6000 questions, hors radar. Quelqu'un en a-t-il parlé un jour comme un scandale ou a tenté de scandaliser? Non. Peut-on faire des programmes politiques aujourd'hui sans ces mémos? Bien sûr que non. Et néanmoins, si je reprends la période de 2012, on avait, dans ces 6000 questions, 30% des questions qui portaient sur les questions de santé, qui n'ont alimenté aucun programme politique, sauf celui qui vient d'être introduit. C'est-à-dire que ce matériel sert, en effet, toujours à un moment, à faire de la politique. Alors pour terminer sur ce kaléidoscope, 3 interrogations, si vous le voulez. Ces interrogations sont les suivantes. Première interrogation, quelles sont nos croyances? Non pas nos certitudes dans la science, parce que ça serait trop beau, la société dans laquelle nous sommes. Nos croyances. Quand on parle de transparence, nous avons une croyance qui est que le citoyen s'intéresse à la vie politique. Il faut transformer cette croyance en autre chose qu'une croyance. Quel est son degré de fréquentation des sites? Quel est son degré de compréhension des messages institutionnels qui lui sont délivrés? Quelle est la capacité d'une campagne de presse de l'informer et non pas de le dégoûter encore un peu plus de la vie politique et de le faire passer encore un peu plus aux extrêmes? Ça, pour moi, ça fait partie de l'urgence de la discussion. Deuxième élément, toujours sur ces croyances, croyance dans l'influence. Le mot est aujourd'hui un mot totem de la législation. Mais
croyance que l'on puisse démontrer qu'il y a eu influence en prenant uniquement un texte qui aurait servi de matrice à un autre texte, et on aurait démontré l'influence en prenant un amendement et en prenant la loi. Mais non, on n'a fait que commencer à réfléchir à la question. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce que ce texte a pu se retrouver dans l'autre. Et il n'y a pas de preuve indiciaire, en tout cas, dans l'état des débats de ma discipline. Nous sommes en large controverse scientifique, dans une autre acception que celle que vous avez défendue, sur comment est-ce qu'on arrive à démontrer cette fameuse influence. Et ça n'est pas en prenant la matrice que l'on peut attester, démontrer qu'il y a eu une influence. Enfin, dernier point, sur l'état des législations, la réflexion est la suivante. Peut-on continuer à faire des combinatoires de textes et non pas à confier à un seul texte une mission de moraliser, vœu assez vain, de réguler, vœu complètement impossible. Toutes les lois sur le lobbying ont au contraire multiplié les acteurs et jamais diminué leur nombre. Parce que l'histoire des pays qui ont le plus tôt pris ces réglementations est la suivante. Ces réglementations ont duré parce qu'elles étaient articulées à des refontes régulières de lois sur le financement de la vie politique. Premier élément. Je pense que là, nous sommes un peu dans un vide dans notre kaléidoscope sur le financement de la vie politique. Et que si on grattait un peu, on passerait très souvent dans le gris foncé et pas dans le blanc complet. Deuxième articulation, la reconversion des élus. Là, je pense que le sujet est vraiment aussi primordial. Troisième sujet, la reconversion des collaborateurs parlementaires, leur statut. Ça a été énoncé, mais il faut toujours faire cette combinatoire. Et enfin, des textes sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'open data, la publication. Il n'y a pas de loi de lobbying aux États-Unis sans la loi sur la librairie du Congrès. Et sur toute la publication qui a rendu officielle cette publication semestrielle des registres. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde virtuel. Et bien sûr, le dernier point, ce sont les lois sur le lobbying qui nécessitent des suivis réguliers. Et l'exemple américain est le plus abouti, puisque dès son entrée en vigueur, il y avait un comité qui se réunissait pour faire le suivi, parce que la mission de ce registre n'était pas de rendre transparents ces acteurs, c'était de pouvoir informer les parlementaires sur ceux qu'ils n'avaient pas entendus dans le cadre d'une loi. Et ça rentrait dans un vaste débat qui est aujourd'hui, en effet, la traçabilité, mais aussi un état des personnes qui ont été auditionnées et entendues. Voilà ce rapide retour sur ce kaléidoscope récent. Merci Guillaume Courtier. Donc, nous avions un troisième